Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour et bienvenue. C'est parti, on plonge aujourd'hui au cœur d'un sujet qui fait rêver beaucoup de monde. Bonjour, oui, une très belle exploration en profondeur aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Ravi de vous recevoir pour décortiquer ça. Alors, notre analyse du jour nous emmène dans un voyage assez exceptionnel. On va faire une immersion totale dans les rouages culturels et linguistiques de la France. Tout à fait. Et on a une montagne de notes, d'articles, de guides pratiques devant nous. C'est ça. Et une fois combinés, ces documents forment bien plus qu'un simple lexique pour vacanciers. En fait, c'est un véritable manuel de survie. Un manuel d'épanouissement même, je dirais. Oui, absolument. L'idée, ce n'est pas du tout de faire un cours de grammaire barbant. C'est d'analyser comment le vocabulaire, couplé à une compréhension fine des situations pratiques à l'aéroport, à l'hôtel ou même au bistrot du coin, ça permet de s'approprier véritablement les codes d'un pays. Et c'est une distinction fondamentale du coup. Ce qui ressort vraiment de l'analyse de toutes nos sources, c'est que la mission d'un tel apprentissage dépasse largement la simple capacité à commander un café, quoi. Bien sûr. Il s'agit de décortiquer pourquoi ces outils linguistiques spécifiques ont le pouvoir de transformer radicalement une expérience de voyage. En fait, c'est le point de bascule. Le point de bascule entre le touriste de base et le voyageur connecté, c'est ça? Exactement. Le simple touriste, il effleure le pays en le regardant un peu à travers une vitre, alors que le voyageur connecté, lui, il interagit, il comprend les dynamiques sociales, il s'intègre temporairement au tissu local. La langue devient un passeport, en fait. Voilà, la langue, dans ce contexte, c'est pas une simple transaction commerciale, c'est un véritable sésame culturel. Et pour s'imprégner de ce sésame, l'approche de notre discussion aujourd'hui va prendre une forme un peu particulière. On va essayer de rendre ces concepts très tangibles. Une approche très pratique. Ouais, le rythme de notre échange va être volontairement posé. Surtout de mon côté, je vais m'efforcer d'être très clair et délibéré. L'idée, c'est vraiment d'offrir à la personne qui nous écoute l'espace nécessaire pour visualiser concrètement ces scènes du quotidien. C'est une excellente idée, prendre le temps d'assimiler. Répétition générale avant le lever de rideau, en somme. Une très bonne métaphore, oui. Alors, commençons par la toute première étape, la genèle du voyage. La préparation. Imaginons la scène classique. On est chez soi, tranquillement installé sur le canapé, devant un écran, en pleine planification. Le moment où tout est encore possible. Voilà. Nos sources soulignent l'importance de s'ancrer d'emblée dans le vocabulaire de base. Alors je vais le prononcer très distinctement. Des termes clairs comme une réservation. La base absolue. Ou encore, faire la distinction entre un aller simple et un aller-retour. Et cette préparation lexicale en amont, il faut bien comprendre qu'elle est loin d'être anecdotique. Ah oui. C'est-à-dire? Les documents qu'on a épluchés insistent sur un point psychologique majeur, la réduction de l'anxiété. Le voyage par nature, c'est une perte de repère. C'est vrai, on perd un peu ses moyens parfois. Tout à fait. Donc, maîtriser les termes liés à son identité et à sa sécurité permet de recréer une petite zone de confort. Et c'est là qu'intervient une notion fascinante de la culture française qu'on retrouve dans nos sources. Je vois de quoi vous parlez. L'importance capitale accordée à ce qu'on appelle les justificatifs. Ah, ce fameux amour français pour l'administration et les papiers en règle. C'est exactement ça. C'est vrai que la source s'attarde beaucoup sur les documents de voyage. Pouvoir nommer clairement, et je détache bien les mots, le passeport, ou pouvoir prouver que l'on possède l'assurance voyage. Et ce n'est pas juste informatif, ce vocabulaire. Non, c'est presque institutionnel. Et ça s'applique aussi à l'hébergement d'ailleurs. Avoir en tête la structure de base, ça pose un cadre. Visualisons la phrase « Je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes ». C'est clair, c'est net. Tout comme s'enquérir des nécessités modernes, très calmement, y a-t-il le Wi-Fi gratuit, Valent? Et pour revenir à cette notion de justificatif, elle est profondément ancrée dans la société française. En fait, c'est un héritage historique d'un État qui est très centralisé, très administratif. Donc montrer patte blanche, c'est culturel. Absolument. Présenter le bon document avec le vocabulaire adéquat, ça établit immédiatement une légitimité. C'est prouver qu'on respecte les règles du jeu local. Ouais, ça donne de l'assurance. Avoir la capacité de nommer ces éléments en français, du coup, ça permet de conserver une forme d'autorité et de contrôle sur sa propre logistique, et ça bien avant même de franchir la frontière. Et justement, franchissons-la, cette frontière. Intéressons-nous au moment de l'arrivée. L'atterrissage, c'est souvent synonyme d'effervescence, voire de confusion totale. La sortie de l'avion, la fatigue du vol, les panneaux dans tous les sens. C'est ça. Les notes suggèrent de visualiser ce parcours de manière séquentielle pour ne pas se laisser submerger. D'abord, on repère
Et je le dis lentement, la porte d'embarquement. Ça, c'est si on est en transit. Oui, ou alors on cherche la sortie. Et si on est sur le départ, l'objectif sera le comptoir d'enregistrement. Mais le véritable point de friction, celui qui génère le plus de stress de façon universelle, je crois qu'on est d'accord, Le contrôle de sécurité? voilà, le passage au détecteur de métaux. Le contrôle de sûreté, c'est vraiment un microcosme social très particulier. En fait, c'est un environnement bruyant, régi par des injonctions qui sont rapides, strictes. Et le malentendu peut vite devenir très problématique. Exactement. C'est un espace où la barrière de la langue se ressent le plus durement, parce que les agents de sécurité communiquent souvent par gestes ou avec des phrases très très courtes. C'est pour ça qu'il est stratégique de prendre les devants. Les sources proposent des phrases très ciblées pour désamorcer ce stress. Par exemple, anticiper les consignes en posant soi-même la question, très calmement. Je la formule « Faut-il enlever mes chaussures ?» Une phrase très utile. On peut la garder en tête, la répéter mentalement dans la file d'attente. Faut-il enlever mes chaussures? Point. Et une autre interrogation devenue incontournable aujourd'hui, puis-je garder mon ordinateur dans mon sac? Point. L'analyse de cette interaction, en fait, elle est révélatrice. Comment ça? Poser ces questions, même si la prononciation est un peu hésitante, ça accomplit deux choses fondamentales. Premièrement, ça démontre à l'agent de sécurité une volonté claire de coopération. On ne subit plus la procédure, on en devient acteur. Voilà. Et deuxièmement, ça modifie complètement la dynamique de pouvoir. En utilisant la langue de l'autorité locale, on humanise l'échange. L'agent ne voit plus un numéro sur un tapis roulant. C'est ça, il ne voit plus un passager passif et potentiellement récalcitrant, il voit une personne qui fait un effort d'intégration dans un moment qui est stressant pour tout le monde. C'est puissant vu comme ça. Alors, une fois qu'on s'est enfin extrait de l'aéroport, une nouvelle phase s'ouvre. Se déplacer et s'installer. C'est là que le voyage commence vraiment au fond. Le moment de rejoindre son point de chute. Exactement. Nos sources cartographient une grande variété d'options de mobilité en France. On y trouve bien sûr le mythique TGV, le train à grande vitesse qui réduit considérablement les distances. Très pratique pour traverser le pays. Mais on trouve aussi des solutions de micromobilité urbaine très présentes dans les villes françaises aujourd'hui, comme la trottinette électrique. On en voit partout maintenant. Oui, partout. Mais prenons un cas de figure classique qui demande un peu plus de précision contractuelle. La location de voiture. Ah, ça peut être piégeux ça. Au comptoir, au milieu des assurances et des options, il y a une question cruciale à poser pour éviter les mauvaises surprises au retour. C'est le moment de formuler distinctement « Faut-il rendre la voiture avec le plein d'essence ?» Le fameux détail du plein d'essence. C'est un excellent exemple de vocabulaire de prévention, ça. Mais ce qui retient particulièrement l'attention dans la structure de nos documents, c'est la transition qui suit. L'arrivée à l'hôtel. Oui, l'arrivée à l'hébergement. L'hôtel, ce n'est pas qu'un simple lieu de sommeil. En fait, c'est une zone d'interaction humaine intense où les attentes culturelles peuvent parfois s'entrechoquer. C'est vrai. Le premier contact est généralement formel, et on l'a anticipé. On se présente à la réception pour annoncer son arrivée avec une phrase simple « Je la détache, je voudrais enregistrer mon arrivée ». Ce qui couvre parfaitement l'idée du check-in anglais d'ailleurs. Tout à fait. Cependant, nos notes soulignent avec justesse que le véritable test pour un voyageur, il survient face aux imprévus. Les petits pépins du quotidien. La résolution de problèmes dans une langue étrangère, ça demande une certaine finesse. Imaginons qu'en entrant dans la chambre, la température soit insupportable. En plein mois d'août par exemple. Redescendre à la réception pour signaler le souci, ça exige de la clarté. Exprimer un fait factuel de façon posée. Écoutez bien le rythme, la climatisation ne fonctionne pas. Très clair. Ou si on a un souci d'éclairage, l'ampoule est grillée. Et c'est précisément ici que la dimension culturelle de la communication prend tout son sens. Ah oui, le fameux choc des cultures au comptoir de la réception. Mais oui. Dans certaines cultures, notamment anglo-saxonnes, l'approche du service client part vraiment du principe que le client a toujours raison. Ce qui peut parfois mener à formuler des réclamations de manière très exigeante, voire un peu agressive. On en exige une solution immédiate. Voilà. Sauf qu'en France, l'employé de l'hôtellerie se perçoit souvent comme un professionnel d'égal à égal avec le client. C'est une nuance importante. Donc si une personne arrive au comptoir complètement frustrée et exprime sa colère dans sa propre langue maternelle, ça peut créer un blocage immédiat. Une réaction de défense de la part du réceptionniste, en somme. Précisément. Le mur se monte tout de suite. En revanche, formuler le problème calmement, avec des phrases neutres et factuelles en français, comme l'exemple de l'ampoule grillée qu'on vient d'évoquer, ça change totalement la donne. Ça apaise la situation. Ça transforme une plainte potentiellement conflictuelle en un simple constat partagé. On invite le personnel à collaborer pour trouver une solution.
C'est une marque de respect qui, 9 fois sur 10, générera une volonté d'entraide beaucoup plus forte. C'est vraiment une application brillante de l'intelligence émotionnelle au voyage, je trouve. Bon, une fois qu'on s'est assuré d'avoir de la lumière et de l'air frais, il est temps de se tourner vers ce qui constitue pour beaucoup la motivation première d'un séjour en France. L'art de vivre. L'art de vivre avec un grand A. Et ça passe indéniablement par la gastronomie. Évidemment. S'asseoir à la table d'un restaurant français, c'est une expérience merveilleuse. Mais nos sources rappellent que c'est aussi un rituel hautement codifié. La table, c'est effectivement un espace régi par des règles implicites très fortes. Et le vocabulaire y est utilisé avec une précision quasi chirurgicale. Prenons l'exemple emblématique de la commande d'une viande. Les degrés de cuisson ne s'improvisent pas et les exprimer clairement est essentiel. Ah, ça, c'est un grand classique. Je vais les lister calmement. Il y a la cuisson préférée des puristes de la viande, on dit saignant. Ensuite, l'entre-deux, la cuisson à point. Et pour ceux qui préfèrent une viande très cuite, le terme est clair, bien cuit. Saignant, à point, bien cuit. Il faut choisir son camp. C'est ça. Mais au-delà des préférences culinaires, les documents soulignent aussi l'importance vitale du vocabulaire médical à table. Pour une personne souffrant d'allergies sévères, il n'y a pas de place pour l'approximation. Non, surtout pas. Savoir énoncer de manière catégorique et précise « je suis allergique aux arachides », c'est une véritable mesure de sécurité qu'il faut pouvoir articuler. Et si on s'attarde sur les subtilités de la restauration mises en évidence par nos recherches, il y a 2 éléments spécifiques qui méritent vraiment une attention particulière. Parce qu'ils déroutent les visiteurs, n'est-ce pas? Constamment. Le premier concerne l'eau. Dans de très nombreux pays européens ou nord-américains, demander de l'eau à table se solde presque systématiquement par l'apport d'une bouteille d'eau minérale facturée. Qui vient gonfler l'addition à la fin. Exactement, et les documents insistent sur le pouvoir d'une expression très spécifique en France. Je la donne très distinctement, une carafe d'eau. La fameuse carafe d'eau gratuite, qui est presque un droit fondamental. Mais c'est exactement ça, c'est un droit coutumier en fait. Ça découle d'un arrêté historique qui garantit que le pain et l'eau ordinaire sont inclus dans le prix du repas. C'est fascinant que ce soit ancré dans la loi. Il y a le clair qu'on connaît cette règle et qu'on souhaite de l'eau du robinet, qui est par ailleurs d'excellente qualité en France, on le sait. Et le second point de friction? C'est la question du pourboire. Les notes sont catégoriques à ce sujet. Pour dissiper un grand mythe, en France, le service est toujours inclus dans les prix affichés sur le menu. Ah oui, c'est la mention « service compris » qu'on voit parfois sur les notes de frais ou les tickets de caisse. Voilà, service compris. Ça représente environ 15% de l'addition et c'est une disposition légale qui garantit un salaire fixe au serveur. Contrairement à d'autres pays. Par conséquent, l'acte de laisser un pourboire supplémentaire sur la table, ça n'a pas du tout la même charge morale qu'aux États-Unis, par exemple, où c'est littéralement le revenu principal du personnel. Donc, ce n'est pas obligatoire. France, laisser quelques euros, c'est perçu comme un véritable bonus. Une marque d'appréciation exceptionnelle pour un service qui l'a été tout autant. Ce n'est en aucun cas une obligation. Eh bien, voilà une information qui soulage considérablement le moment de payer l'addition. Et après s'être immergé dans la gastronomie, l'autre grand pilier de l'art de vivre, c'est bien sûr le shopping. Les boutiques, les marchés... Qu'il s'agisse des boutiques de mode ou des marchés traditionnels, nos notes soulèvent des points pratiques essentiels. Le système de taille européen, par exemple, ça peut être un vrai casse-tête. Un vrai labyrinthe mathématique. Pour les vêtements, on navigue sur des standards différents. Une taille de base pour femme s'exprimera par un 38 ou un 40. Pour les chaussures, on sera sur du 39 ou du 41. La formulation est très directe, on dira simplement « je fais du 38 ». C'est efficace. Mais là où l'acte d'achat prend une dimension beaucoup plus sociologique, c'est sur les marchés en plein air. Ah, les marchés. Ce ne sont pas de simples lieux de ravitaillement, en fait. Ce sont les cœurs battants des communautés locales. Des espaces de théâtralité sociale, je dirais. C'est exactement l'image qui s'en dégage dans les guides. On ne s'y sert pas en silence. On déambule, on observe et on interagit pour commander. Les quantités ont leur propre vocabulaire. Oui, il y a des unités de mesure précises. Pour des légumes, on demandera avec ce rythme « je voudrais » 1 kilo de tomates. Et pour les fruits plus fragiles, comme les fraises ou les framboises, on utilise un contenant spécifique, très poétique d'ailleurs. La barquette. Voilà, je prononce une barquette. On commande une barquette de fraises. Ce que ce passage sur les marchés illustre de manière éloquente, du coup, c'est que l'acte d'achat en France requiert une validation sociale. On ne fait pas juste bip-bip à la caisse automatique. Non, contrairement à un supermarché où on peut remplir son panier de manière complètement anonyme, sur un marché, on s'en remet à l'expertise du producteur.
On lui demande conseil sur la maturité d'un melon, la cuisson d'un légume. On crée du lien. Et cette nécessité d'interaction organique, ça nous conduit naturellement au concept le plus fondamental de tous les documents que nous avons analysés. La pierre angulaire des relations sociales françaises. Nous y voilà. Abordons cette 4e grande thématique qui regroupe les codes culturels, la sécurité et la navigation à travers le pays. Commençons par cette fameuse règle d'or qui semble primer sur absolument toutes les autres. C'est la règle numéro 1. Les sources sont unanimes et elles martèlent ce principe. Il est impératif absolu de dire bonjour lorsqu'on entre dans un lieu. Que ce soit une petite boulangerie, une boutique, une salle d'attente. Ou même en montant dans un bus, oui. Pour beaucoup de voyageurs internationaux, omettre ce salut, ce n'est qu'une simple distraction ou le reflet d'une culture où le client navigue dans l'anonymat. Ce n'est pas mal intentionné. Non, mais en France, c'est perçu très très différemment. Ne pas dire bonjour, ça revient à nier la présence de l'autre. C'est le traiter comme un robot ou un meuble. C'est presque comme entrer dans le salon de quelqu'un sans frapper à la porte, en fait. L'analogie est parfaite. La boutique est perçue comme le domaine du commerçant. Le bonjour, c'est le contrat social. Ça valide la reconnaissance mutuelle de deux êtres humains avant même d'envisager une transaction commerciale ou de demander un renseignement. Donc, ça désamorce tout. Si vous commencez par un bonjour clair, même avec un fort accent, eh bien 90% du travail de politesse est accompli. C'est rassurant. Et dans le prolongement de cette politesse, nos notes détaillent aussi la gymnastique complexe entre le tutoiement et le vouvoiement. Ah, le grand casse-tête du tu et du vous. Le vous s'impose comme la marque de respect par défaut, envers un inconnu, une personne plus âgée ou dans tout cadre professionnel. Tandis que le tu se gagne, il est réservé au cercle intime, aux amis, à la famille. Un autre aspect culturel crucial soulevé par nos recherches, ça concerne le rythme même de la société. Le rapport au temps. Notamment le respect d'horaires que l'on pourrait presque qualifier de sacré. Et ça, c'est un point de friction majeur pour les voyageurs qui sont habitués aux cultures du service en continu, du 24 heures sur 24. En France, ce n'est pas le cas. En France, le temps du repas, particulièrement le déjeuner entre midi et 14 heures, c'est institutionnalisé. De nombreux commerces, des musées ou des administrations, en province, ferment purement et simplement leurs portes pendant ces 2 heures. Il faut anticiper ces visites, donc. De même, le dimanche demeure un jour de repos sanctuarisé par la loi et la tradition. À l'exception des boulangeries et de certains marchés le matin, l'activité commerciale s'arrête. Essayer de trouver une boutique ouverte un dimanche après-midi, c'est compliqué. Ou exiger un repas complet à 16 heures, ça demande de sérieuses révisions de ses attentes, oui. S'adapter à ce rythme, ça fait partie intégrante de l'immersion. Mais même en s'adaptant parfaitement, l'exploration d'un territoire inconnu comporte toujours son lot d'incertitudes. Il arrive de se perdre, c'est normal. Les notes fournissent le vocabulaire de base pour retrouver son chemin. Des indications simples qu'il est bon de visualiser, comme « aller tout droit » ou l'instruction de changement de direction « tourner à gauche ». Toujours bon à avoir en tête. Mais au-delà de l'orientation, il y a la question de la sécurité personnelle et des urgences médicales. Personne ne planifie un accident, bien sûr. Mais l'anticipation, c'est la clé de la tranquillité d'esprit. En cas de souci physique, pouvoir indiquer clairement « j'ai mal ici » au personnel soignant ou pouvoir demander aux passants posément où est la pharmacie en main. Ça fait gagner un temps précieux. Et pour appuyer cette sécurité, nos sources listent les numéros d'urgence nationaux. Il faut savoir qu'ils sont très différents des standards nord-américains comme le 911. C'est primordial de les intégrer. Prenons le temps de bien les souligner un par un. Le 15, ça c'est le SAMU, le service dédié aux urgences purement médicales. Le 15, très important. Ensuite, le 17, ça permet de contacter la police. D'accord. Le 18, c'est le numéro des pompiers, qui en France gère aussi beaucoup d'urgences de santé de premier secours, faut le savoir. Oui, ils sont souvent les premiers sur place. Et enfin, il y a également le 112. C'est le numéro d'urgence valable dans toute l'Union européenne. Avoir cette grille de numéros en tête, ça offre un véritable filet de sécurité. Et c'est justement cette tranquillité d'esprit qui permet ensuite de se consacrer pleinement à la découverte géographique et culturelle. Les sources nous invitent d'ailleurs à un véritable tour de France. Un tour qui nous rappelle une vérité fondamentale, la France ne s'arrête pas au périphérique parisien. Ah ça non, bien au contraire. Bien sûr, Paris exerce un attrait indéniable. Mais nos notes nous poussent très vite vers d'autres horizons. On y découvre la Provence, par exemple. Avec son tempo plus lent, ses champs de lavande, Et ces marchés colorés où la communication se fait souvent plus chaleureuse, plus volubile. les dynamiques d'interaction changent considérablement. D'une région à l'autre, on s'en rend compte. Totalement. Si l'on remonte vers la Bretagne, on rencontre une identité celte très forte.
des côtes battues par les vents et une gastronomie tournée vers la mer. Et les crêpes, avec des habitants réputés pour leur franchise. Et leur ancrage territorial profond. Et que dire de la Bourgogne? C'est le sanctuaire mondial du vin et du terroir, où les discussions autour d'une dégustation nécessitent un vocabulaire presque entièrement dédié à la terre et aux arômes. Un langage à part entière. Ou encore la vallée du Loire, qui respire l'histoire avec un grand H à travers ses châteaux de la Renaissance. Sans compter l'Alsace, les Alpes, la Normandie. Ce panorama géographique met vraiment en lumière l'extraordinaire diversité du pays. La France, c'est une mosaïque de terroirs, d'architecture, de spécialités culinaires et d'accents. Et c'est là que la langue prend tout son sens. C'est le point de convergence de nos sources. La seule manière de percer ces identités régionales, de comprendre la différence entre un vigneron bourguignon et un pêcheur breton, c'est d'utiliser la langue. De faire l'effort. C'est en posant des questions, en s'essayant au vocabulaire local, qu'on accède à la véritable richesse de ces territoires. Ce qui nous amène de manière très fluide à la conclusion de notre vaste exploration d'aujourd'hui. S'il y avait un fil rouge à tirer de cet impressionnant volume de notes de voyage, ce serait celui de l'audace. Oser parler. La perfection grammaticale n'est absolument pas le but recherché. Les Français sont très conscients de la difficulté de leur langue et ils valorisent énormément l'effort. C'est l'intention qui compte. Essayer de prononcer correctement les termes, de demander son chemin, d'utiliser la fameuse règle d'or du bonjour, ce n'est pas juste communiquer, c'est témoigner du respect pour la culture qui nous accueille. Absolument. L'exercice de visualisation et de répétition mentale des situations que nous avons parcourues aujourd'hui constitue vraiment le meilleur des bagages. C'est le premier pas vers des connexions authentiques. Et ce constat sur la valeur de l'effort et de l'immersion, je trouve qu'il soulève une interrogation plus profonde, une réflexion qui servira de point final à notre analyse. Je vous écoute, c'est toujours intriguant. Nos documents démontrent que parler la langue du pays transforme la logistique du voyage. Ça, c'est un fait. Mais si on pousse cette logique un tout petit peu plus loin, Jusqu'où? si le fait de maîtriser, même partiellement, les mots, les structures grammaticales et les codes de politesse rigoureux d'une autre culture modifie à ce point nos interactions sociales, eh bien, se pourrait-il que l'apprentissage et l'utilisation d'une langue étrangère nous dotent temporairement d'une nouvelle personnalité? Changer de langue pour changer de peau en quelque sorte? Exactement. En nous pliant à ces nouvelles règles de pensée, en disant bonjour avant toute chose, en cherchant la nuance pour exprimer un problème à l'hôtel plutôt que d'égliger une solution immédiate, ne nous autorisons-nous pas à percevoir le monde et à y réagir d'une manière que notre langue maternelle, avec ses propres biais, ne nous permettrait jamais? C'est vertigineux. Le véritable aboutissement d'un tel voyage ne serait alors pas seulement la découverte d'un territoire extérieur, mais bien l'exploration d'une facette complètement inédite de notre propre identité. Quelle réflexion puissante sur la capacité du langage à nous réinventer. C'est vraiment une idée magnifique à emporter avec soi lors du prochain départ. Voilà qui clôture notre immersion du jour dans la culture française. La curiosité reste la meilleure boussole pour ce genre d'aventure. On espère que cette analyse approfondie vous a inspiré. Continuez à explorer et à très bientôt pour de nouvelles explorations en profondeur.